Un rapport de Human Rights Watch parle de crimes de guerre délibérés de l'armée israélienne à Gaza. Les millions de déplacés ne pourront plus rentrer chez eux, dénonce l'ONG. Plusieurs milliers de manifestants rassemblés en opposition à un gala organisé par l'extrême droite israélienne à Paris. Après Valence, le sud de l'Espagne subit de fortes pluies et des inondations dans la région de Malaga. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les députés européens ont débattu mercredi des relations entre l'UE et les États-Unis après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Les agriculteurs européens dans la rue pour manifester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. L'armée israélienne est responsable du déplacement délibéré et forcé de Palestiniens à Gaza selon un nouveau rapport de Human Rights Watch. L'ONG a déclaré avoir des preuves que le comportement des autorités israéliennes qui a conduit au déplacement de près de 2 millions de personnes, soit 90% de la population de Gaza, constitue un crime de guerre. Le rapport intitulé « Désespérés, affamés et assiégés » souligne une intention manifeste des responsables israéliens, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, de rendre impossible le retour dans leur foyer des Palestiniens déplacés. Given this evidence, including the sheer number of Palestinian civilians in Gaza driven from their land and the manner of displacement, and the attempts to make this return impossible, the forced displacement is widespread, systematic, and intentional, and forms part of a state policy and amounts to a crime against humanity. In the areas where the military has razed, extended, and cleared land for buffer zones and security corridors, Human Rights Watch finds these actions of the Israeli authorities amount to ethnic cleansing. Le rapport est publié alors qu'une nouvelle campagne militaire israélienne est en cours dans le nord de la bande de Gaza depuis fin octobre. Elle a provoqué une nouvelle vague de déplacements de centaines de milliers de civils. Dans son rapport, Human Rights Watch analyse les ordres d'évacuation israéliens et affirme qu'ils ne respectent pas les lois de la guerre en ne garantissant pas un passage et un refuge sûr aux Palestiniens. Une manifestation à Paris ce mercredi soir pour protester contre un gala controversé organisé par l'extrême droite israélienne. L'événement, qui s'est déroulé dans un lieu tenu secret, avait pour but de collecter des fonds pour l'État hébreu. La manifestation, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, était organisée par des groupes pro-palestiniens, par la France Insoumise et les Verts et par des syndicats de gauche français. A noter que Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, connu pour ses positions extrêmes sur Gaza, qui devait participer à l'événement, a fini sous la pression par annuler son voyage à Paris, se contentant d'une intervention à distance. C'est suite au gala de Israel Forever, moi je dirais plutôt Aurore Israël, car on invite des gens qui ont tenu des propos qui incitent à la haine raciale et au-delà de ça, qui déshumanisent, c'est-à-dire pour parler concrètement, c'est-à-dire qui compare des Palestiniens à des animaux. Les autorités françaises ont refusé d'annuler l'événement en affirmant qu'il ne constituait pas une menace majeure pour l'ordre public, ce qui a suscité la colère de manifestants et de certains hommes politiques de gauche. C'est une véritable colère, parce qu'on a des gens qui, encore une fois, ici, au chaud, dans un salon doré, vont lever de l'argent qui va alimenter demain l'armée israélienne qui va massacrer des enfants en Palestine. C'est absolument inacceptable. Bien que la manifestation ait été relativement pacifique, quelques magasins ont été vandalisés. La tension à Paris est forte depuis quelques jours car ce gala a lieu la veille du match de football entre la France et Israël. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, on craint que le match ne débouche sur des affrontements majeurs. De voir qu'il y a autant de forces de l'ordre pour cet événement, ça me fait un peu peur pour la tenue non violente des mobilisations qui vont se jouer contre. Au total, 4000 policiers seront mobilisés pour le match ce jeudi soir, soit un policier pour 5 spectateurs présents, ce qui est tout à fait inhabituel pour un tel événement sportif. L'Espagne n'en finit plus de subir les assauts de la météo. 15 jours après les inondations catastrophiques autour de Valence, la région de Malaga a été touchée ce mercredi par une nouvelle dépression accompagnée de vents et de pluies diluviennes. Les services météo avaient émis une alerte rouge sur le secteur et malgré la violence du phénomène, on ne déplore heureusement aucune victime cette fois-ci. Les écoles étaient restées fermées et des milliers de personnes avaient été évacuées de leur maison à titre préventif.
Selon les scientifiques, ces phénomènes de sécheresse suivis de fortes intempéries seront monnaie courante à l'avenir au sud de l'Espagne du fait du changement climatique. En réponse aux inondations et après une minute de silence en mémoire des victimes, le Parlement européen a débattu de mesures visant à renforcer la résilience de l'UE face à ces événements météorologiques et à apporter un soutien aux personnes touchées par la catastrophe. Le débat s'est concentré sur l'amélioration de la réponse de l'UE aux crises, en particulier dans les régions de plus en plus vulnérables. L'Europe est en effet le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde. Au troisième jour de la COP29, les micro-États insulaires emmenés par les îles Marshall ont réaffirmé leurs engagements en matière de climat. Parmi les dirigeants qui se sont exprimés, la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui a insisté sur la nécessité d'éliminer progressivement les combustibles fossiles et compte miser sur le nucléaire. Du côté de l'UE, le président du Conseil européen Charles Michel a rappelé qu'en 2023, l'Union et ses 27 États membres avaient contribué à hauteur de 29 milliards d'euros pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. What role can the EU play at COP29 when it comes to pushing for a more ambitious collective climate goal? We put the question to the EU Commissioner for Climate. We have been one of the leaders on climate financing. We have been doing more than our fair share and we will continue to do so. And yet at the same time we are saying to interlocutors from across the globe that those with the ability to pay more actually also should take that responsibility. Le président élu Donald Trump compte retirer à nouveau les États-Unis de l'accord de Paris. Cela pourrait-il inciter l'UE à renforcer ses engagements? We have been leading on this topic and we will continue to lead. And by the way, we will do our utmost to also engage proactively and constructively with the new American administration. We've always had great collaboration with American administrations from the left and the right, and we will continue exactly with doing that. Le renforcement de l'action en faveur du climat peut aussi doper la compétitivité. So what we see is that if you want to decarbonize, it is a climate strategy, but it's actually also a growth and economic strategy. And new sectors are developing. Think about the battery industry, think about the wind industry, think about the solar industry. So there's huge economic potential. What we will do is incentivize and create the space for our companies to do so, and we will more ferociously defend a level playing field within the European Union. Negotiations are entering a delicate phase here in Baku with unofficial draft proposals circulating already, divisions, pushbacks and differing ambitions. The most frequently asked question in the last few hours is, what would a successful COP look like? Les députés européens ont débattu mercredi des relations entre l'UE et les États-Unis après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Pour Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, les inquiétudes sont nombreuses. Poner impuestos de aduanas del 60% a todos los productos chinos. Esto en un mercado globalizado también nos afectaría a nosotros, porque los productos chinos que no irían a Estados Unidos podrían venir a Europa. Habla también de expulsar masivamente a inmigrantes, lo cual, aparte de las cuestiones morales y humanas, tendría también un efecto inflacionario. Si les États-Unis et l'Europe sont des alliés de longue date, la politique America First de Donald Trump pourrait créer des frictions. Mais les dirigeants européens s'accordent à dire que le maintien du dialogue avec Washington est primordial. Des agriculteurs européens sont descendus dans la rue à Bruxelles pour manifester contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Signé en 2019, cet accord de libre-échange entre l'UE et 5 pays d'Amérique latine, qui n'a jamais été appliqué, pourrait obtenir un feu vert la semaine prochaine lors du sommet du G20 au Brésil. Les manifestants estiment que son adoption créerait une concurrence déloyale à l'agriculture européenne. L'accord UE-Mercosur, il est très défavorable pour l'Europe. Il sera peut-être favorable pour vendre des voitures, mais très défavorable au niveau agricole. Et ça va encore tuer les petits producteurs parce que ça va tirer les prix vers le bas. Et en plus, on va importer de la viande de bœuf, par exemple, qu'on produit chez nous.
Les opposants de cet accord craignent également des conséquences sociales, sanitaires et environnementales, telles que la hausse de la déforestation pour l'élevage de bétail. C'est aussi une folie sanitaire. 30% des pesticides qui sont autorisés au sein des États du Mercosur sont interdits dans l'Union européenne. Ils vont quand même entrer sur le marché européen. Et enfin, c'est évidemment une folie climatique. Pourquoi aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on sait et ce qu'on peut produire ici dans l'Union européenne? Cet accord vise à intensifier les échanges de biens et de services entre l'UE et les économies sud-américaines, le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie, via la suppression progressive des barrières commerciales et des droits de douane et l'homogénéisation des normes et réglementations. Une aubaine pour les tenants du libre-échange. On ouvrirait le plus grand marché, plus de 700 millions de personnes, dans lesquelles nos entreprises, même nos agriculteurs, nos fournisseurs de services auraient des opportunités. Il faut penser à ça, c'est que vu le contexte géopolitique actuel avec l'invasion de Poutine en Ukraine, avec les Chinois qui veulent tous les marchés, avec les élections américaines qui viennent d'avoir lieu, il faut qu'on pense à diversifier un petit peu nos partenaires. Les États membres se livrent à un bras de fer depuis 25 ans. Si l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie font campagne pour, la France, la Pologne et l'Autriche y sont frontalement opposés.